Salut les amis, bienvenue dans ce premier JT du grenier réalisé sans montage et sans trucage dans le plus célèbre des greniers normands où mes trois petits singes de la sagesse, mes poules et moi-même, nous vous présentons tous nos vœux d'abord et avant tout de santé. Parce qu'évidemment la santé c'est le préalable à toutes les réussites personnelles, professionnelles, de création, quoi qu'on fasse, on ne peut le faire évidemment qu'en ayant une bonne santé. Alors je vous souhaite du fond du cœur une excellente santé, beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour cette année 2024 qui s'ouvre, et donc nous allons partager ensemble quelques prédictions pour cette année 2024, la récesflation entre inflation et récession. Alors pourquoi prédiction? Eh bien, le mot prédiction que j'ai choisi pour parler de cette année 2024, je ne l'ai pas fait au hasard, je n'ai pas choisi le mot prévision volontairement, et ça va être la prophétie, allez, continuons dans ce vocabulaire, la prophétie de la récesflation, récession plus inflation égale récesflation. Je m'en vais vous détailler tout ça, mais avant, un petit clin d'œil sémantique. C'est la définition du Larousse, prédiction contre prévision. J'ai trouvé ça très drôle. Alors, quand on demande aux petits Larousse en ligne de nous définir les mots, alors qu'est-ce qu'une prédiction? Eh bien, c'est le fait d'annoncer par avance, de prédire l'avenir, un discours annonçant des événements futurs, les prédictions des prophètes. Alors, ce que je trouve très drôle, c'est que dans le point numéro 2, ce qui est prédit, vos prédictions se sont accomplies. Et donc, le petit Larousse parle de l'accomplissement des prédictions, alors que quand on lui demande de définir les prévisions, eh bien c'est l'action de prévoir, la prévision du temps, des recettes. Les prévisions des experts ont été déjouées, donc je trouve ça extrêmement drôle. Tiens d'ailleurs, en point 3, ensemble des techniques ayant pour but d'évaluer la situation économique à une échéance plus ou moins lointaine, pronostic, les prévisions des experts ont été déjouées. Je trouve ça drôle. Donc en Normandie d'ailleurs, sachez que les superstitions, les rebouteux, les guérisseurs, la magie blanche, ça tient une place très très particulière dans le folklore normand, et moi je suis dans une zone où c'est encore une tradition extrêmement vivace. Alors attention, magie blanche, pas magie noire, tout ce qui est autour de la guérison, des soins, du bien et pas du mal. Alors d'ailleurs ça a valu à la Normandie pendant l'Inquisition des moments très compliqués, et l'Église catholique d'ailleurs a une attitude un petit peu particulière, très régionaliste par rapport à toutes ces superstitions locales, et donc il y a beaucoup de processions, ce genre de choses pour, je dirais, prendre la place de ces superstitions. Enfin, c'est très intéressant en termes culturels de voir ça. Donc ici en Normandie, très logiquement, on lit l'avenir économique dans les poules de cristal, et donc c'est complètement logique, il ne faut pas vous en étonner, c'est culturel ici, et donc enfin même le Larousse explique que, et je le cite, vos prédictions se sont accomplies, c'était ce que je vous disais en haut, alors que les prévisions des experts ont été déjouées. C'est vous dire l'efficacité de mes trois petits singes de la sagesse qui accompagnent évidemment mes poules de cristal de mon jardin. Fort pratique en ces temps d'incitation, de comment on appelle ça, vous savez, pour les poubelles, c'est la collecte incitative ou le tri incitatif ou la facturation incitative, où on vous demande en gros de continuer à payer votre taxe d'ordure ménagère, mais on vous ramasse plus les poubelles, et donc il faut faire votre petit compost. Et bien écoutez, ça tombe bien, moi j'ai des poules, donc le compost ne sera pas trop compliqué. Soyons humbles donc et redevenons sérieux, faisons plus des prédictions et pas de pompeuses prévisions, comme les experts qui se trompent bien souvent. Et pourtant, finalement, avec quelques prédictions et l'aide de trois petits singes de la sagesse et de poules de cristal, et bien évidemment, on arrive à obtenir des résultats qui sont quand même bien meilleurs que ceux des grands experts qui n'avaient pas vu grand-chose venir toutes ces dernières années. Alors, on va parler de la période 2024-2026 et on va parler de 2 ans. Vous savez, quand on fait de la voyance, quand même elle est économique, c'est compliqué de donner des dates précises, des dates particulières, donc on va plutôt parler d'un horizon temporel un petit peu élargi, avec évidemment le chemin vers une nouvelle crise de la dette et une crise de la zone euro. Nous allons en parler.
Alors, blablabla, ça c'est parce qu'en fait je voulais mettre un texte et que j'ai oublié de le faire, mais remarquez, ça a tout à fait sa place ici. La France, 3088 milliards d'euros de dette, parole, 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 quand vous entendez, donc blablabla, finalement ça va très bien ici, quand vous entendez nos mamamouchons nous parler de la solidité de l'économie française qui n'a rien à craindre, et quand si vous vous référez aux vœux de notre président de la République, pour qui tout allait encore mieux que bien, le chômage était vaincu, la croissance était là. Bref, nous vivons un conte de fées absolument idyllique et, comme on dit dans la 7e compagnie, sur le terrain, la 7e compagnie avait une appréciation légèrement différente de la qualité du recul que celle qui prévalait au grand quartier, au haut quartier général des forces françaises pendant la débâcle, évidemment, de l'été 39. Donc là, ce qui est intéressant, voilà, c'est un article de la Tribune qui confirme tout simplement la dette de la France à 3088,2 très exactement milliards d'euros. Et donc entre juillet et septembre, la dette a augmenté de 41 milliards d'euros. Tout va bien, Madame la Marquise. En route vers les 3100 milliards, ça facilitera de tête les calculs. Alors, autre élément qui va être important pour cette période 2024-2026, eh bien, c'est que le coût moyen de la dette est en forte hausse. Alors vous savez que toute la dette française n'est pas refinancée, tous les 3000 milliards d'euros ne sont pas refinancés au même moment, donc il y a 50 milliards qu'on paye à 5%, il y a 20 milliards qui sont à 0%, etc. Et donc tout ça, ça vous fait un coût moyen en termes d'intérêt. Donc là, la dette, le taux d'intérêt moyen de la France explose à 3,15% en 2023, un plus haut depuis 15 ans, alors ça, notre petit Macron, là, il a oublié évidemment de vous en parler pendant ses vœux présidentiels. Et ça, c'est c'est un article européen, vous pourrez le retrouver, mais la source, c'est l'agence France Trésor. Et c'est l'agence France Trésor qui s'occupe de financer, de gérer, de réaliser ce qu'on appelle les émissions de dette obligataire de l'État français. Donc c'est l'agence de Bercy, si vous voulez, du ministère de l'économie et des finances, qui s'occupe vraiment au quotidien de faire rentrer les sous pour financer les fins de mois plus que difficiles de notre État, plus que dispendieux, n'est-ce pas? Alors faisons un petit calcul, mes amis, pour bien commencer l'année, et ce petit calcul va nous permettre de tirer la pelote et puis de dérouler ces prédictions et cette prophétie de légers problèmes à venir d'ordre économico-financier, spécifiquement en zone euro, ayant pour cause la France et l'Italie, ou l'Italie et la France. Faites vos jeux, tout est perdu. Non, pardon, oups. 3088 milliards d'euros, revenons et faisons un petit peu de maths, n'ayez pas peur, à 3,15%, n'ayez pas peur, je vous ai fait le calcul, vous n'aurez pas mal à la tête, ça nous fait 97,2783 milliards d'euros, rien que pour payer les intérêts à ce prix-là. Pour 100 milliards, t'as plus rien, pour 100 balles non plus, mais pour 100 milliards, tu ne rembourses même pas ta dette, mon ami, et non, à ce tarif-là, tu ne payes pas et tu ne rembourses pas le principal, tu payes que les intérêts, et donc ils vont venir s'ajouter à la dette. Donc déjà, je peux vous faire une prophétie, une prédiction complètement hallucinante. Jamais un économiste ne pourrait vous faire quelque chose comme ça, parce que lui, c'est un expert. Et un expert ne peut pas faire ni dire ce que je vais vous dire. Faites le silence, fermez les portes, attention. L'année prochaine, la dette de l'État va augmenter de 97 milliards au moins, plus du déficit que nous allons faire, que 3% du PIB, donc environ encore 100 à 150 milliards. Bref, nous allons donc l'année prochaine accroître notre dette d'au moins 200 à 300 milliards, vu que de toute façon, nous ne remboursons rien. Puisque pour rembourser, il faudra avoir un excédent budgétaire, et quand on n'a que des déficits budgétaires, c'est dur de trouver des sous de trop pour rembourser les sous qu'on avait déjà dépensés et qu'on a accumulés en dette et en crédit.
Donc pour rembourser son crédit, eh bien évidemment, il faut avoir plus de revenus que de rentrées. Et si vous avez moins de rentrées que de dépenses, eh bien vous faites un nouveau crédit et c'est la spirale du surendettement, comme on dit, quand on parle des gens normaux, comme vous et moi, des gens d'en bas, qui portent des gilets Quechua. Bref, nous on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de fonctionner comme l'État. Nous, quand on ne rembourse pas, quick, on finit par rapidement nous couper évidemment le robinet du crédit. Donc voilà, retenez ça, je vous ai fait une prophétie de dingue, alors je vais vous en faire une autre de prophétie complètement hallucinante, avec une prédiction complètement incroyable, accrochez-vous. Oui, je suis un peu taquin, c'est la nouvelle année, amusons-nous, surtout quand le sujet est grave. Surtout quand le sujet est grave, alors avec plus de 97 milliards d'euros par an, rien que pour les intérêts, eh bien les intérêts de la dette vont devenir le plus gros poste budgétaire, le plus gros poste de dépenses de l'État français. Et oui, puisque regardez, l'enseignement scolaire, toutes les écoles, les lycées, les collèges, peut-être même les crèches, tiens. Non, il n'y a pas les crèches. 82 milliards d'euros. Le travail, l'emploi, 20 milliards. Vous voyez, c'est quand même... bon, la défense, Dieu sait si on a augmenté d'ailleurs le budget des armées, 53 milliards. Ça, c'est les chiffres, me semble-t-il, 2022. Et donc, 97 milliards, ce sera tout simplement le plus gros poste. Regardez, avant c'était 60 milliards, et donc c'est un immense alourdissement. Alors, je vais vous faire une prédiction. Il va falloir couper dans les dépenses et augmenter les recettes. Attention, prévision de dingue, accrochez-vous. Les amis, il y a donc une deuxième certitude, une deuxième prédiction que l'on peut faire, c'est qu'il va falloir trouver des sous-sous. Et pour trouver des sous-sous, vous avez deux solutions. Vous payez moins les chômeurs, vous payez moins les retraités, et donc vous augmentez le temps de travail, vous diminuez bien évidemment les indemnités chômage, vous les rendez plus compliquées. Là, on parle du chômage des seniors, à un moment où d'ailleurs le chômage est en train de réaugmenter. Parce que Mamamouchi Ier, là, le chef du palais à l'Élysée, quand il nous a fait ses bons vœux, là, à nous, la Piétaille et aux gueux, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, le chômage baisse, je suis le plus fort, je suis le meilleur, je suis le plus beau. Ça, c'est de bonne guerre, c'est normal. Il a juste oublié de vous dire que ça fait 2 mois que le chômage augmente. Et il augmente significativement pour les catégories A, B, C et D. Bref, pour tout le monde. Et oui, puisque nous sommes déjà rentrés en récession, même si ça ne se voit pas encore extrêmement bien dans les chiffres, troisième prédiction que je peux vous faire, nous sommes déjà en récession et le chômage va augmenter. Je vous avais dit pendant des mois que la fenêtre pour les recrutements allait se refermer. Eh bien, je vous le dis, quatrième prédiction, la fenêtre de tir pour les recrutements, pour trouver facilement du travail, vient de se refermer. Alors, tant mieux pour ceux parmi vous qui ont pu en profiter, tant pis pour ceux qui n'ont pas pu en profiter ou n'ont pas voulu en profiter. Et dans tous les cas, sachez que pour tout le monde, on parle là d'une fermeture générale, il reste du boulot, donc il y a encore la possibilité de passer, et donc il faut évidemment y aller plutôt maintenant en début de récession si on a besoin de trouver du boulot ou si on pense qu'on risque d'avoir besoin d'avoir du boulot dans les mois qui viennent, mieux vaut anticiper son retour sur le marché du travail dès maintenant, plutôt que d'attendre un petit peu trop longtemps, que ce soit beaucoup plus difficile. C'est un modeste petit conseil d'économiste d'en bas et du grenier qui fait des prédictions qui sont finalement, vous le verrez, très certainement pas si mauvaises, mais je n'ai aucun mérite. J'ai 3 petits singes de la sagesse et des poules de cristal, c'est vous dire si j'ai des outils exceptionnels par rapport à tous les experts des grands cabinets. Sans souveraineté, pas le droit de faire n'importe quoi, continuons à tirer la pelote des problèmes qui arrivent. Et donc vous voyez, là je vous ai mis un article du Figaro, la France bientôt en procédure pour déficit excessif, ou un article des Échos, budget 2024, la France sous la menace d'une procédure pour déficit excessif. Je poursuis. Le titre qui est coupé, elle devrait ouvrir, la Commission européenne va regarder de très près l'augmentation des dépenses primaires nettes, elle devrait ouvrir une procédure de déficit excessif contre la France. Et oui, sans souveraineté, pas le droit de faire n'importe quoi. Ici, moi, vous savez tous ce que je pense de la nécessité d'un retour à la souveraineté nationale pour affronter les difficultés
qui sont les nôtres, et qu'elles soient d'ordre social, d'ordre sociétal, d'ordre évidemment économique, monétaire, budgétaire, je pense qu'il faut que l'on retrouve la souveraineté nationale et donc des marges de manœuvre suffisantes pour pouvoir affronter cette situation. Néanmoins, une fois que j'ai dit ça, je ne vous ai jamais dit que ce serait facile ou évident. Non, dans tous les cas, il n'y aura aucun remède et aucune solution simple et sans douleur. Ce sera forcément douloureux. Et on ne redresse jamais un pays sans effort, sans beaucoup d'efforts et sans beaucoup d'efforts collectifs. Alors après, la question c'est comment on les répartit, à qui on les demande, comment on les gère, et donc justement c'est la nécessité d'un débat économique et politique très fort, et de la définition d'une vision et d'un projet collectif. Je pense que beaucoup de gens sont capables de faire des efforts à condition que les efforts y soient limités par rapport à un objectif, qu'on ait des points de passage, qu'on sache exactement où on va, pourquoi on y va, et à ce moment-là on peut effectivement y aller collectivement et ensemble. Si le seul « c'est mon projet » c'est augmenter les bénéfices de certains et les efforts de beaucoup d'autres, c'est évidemment une vision qui va se heurter au mur de la réalité et des joueurs qui ne voudront pas jouer, c'est-à-dire le peuple qui ne sera pas d'accord. La procédure pour déficit excessif, c'est l'un des outils de la Commission européenne pour forcer les pays à réaliser des coupes dans les dépenses budgétaires nationales. Il n'y aura pas de politique de relance budgétaire possible dans notre pays, donc ça c'est une nouvelle prédiction que je vous fais pour 2024, 2025, 2026, et ces 3 années qui arrivent, il n'y aura pas de possibilité de relance budgétaire. Ça, c'est à minima. En réalité, non seulement il n'y aura pas de possibilité de relance budgétaire, donc ça va augmenter les effets de la récession, on ne pourra pas avoir ce qu'on appelle une politique contracyclique, mais plus grave, on va devoir couper dans les dépenses. Et celui dont on coupe la dépense, eh bien généralement, il le vit mal et c'est un problème majeur pour lui puisqu'il était habitué à capter une partie des dépenses budgétaires de l'État et il n'y aura plus accès. Peu importe que ce soit le type au RSA, vous avez vu le RSA avec Pôle emploi qui devient France Travail, Pôle emploi, France Travail, hein. Donc la France, sous-entendu, je vais vous remettre au travail. Donc tous ceux qui ne sont pas au travail, avant qu'on vous impose un travail, mieux vaut, petit conseil d'amis, aller chercher celui qui vous plaît le plus, ou prendre le temps de chercher celui qui vous plaît le plus, plutôt que d'aller vous retrouver contraint et forcé. Au dernier moment, c'était ce que disait Winston Churchill, mieux vaut prendre le changement par la main que d'attendre qu'il vous prenne par le cou. Mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Donc en tout cas, vous voyez bien que là, eh bien évidemment, nous allons devoir passer sous les fourches codines de la Commission européenne avec Bruxelles, c'est-à-dire sous l'autorité de Bruxelles. Alors regardez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'Italie, on y vient à l'Italie. L'Italie voit déjà le vent du boulet arriver, et même le boulet tout entier, l'énorme boulet là qui s'appelle le mur de la dette. Et un boulet dans la tête, ça fait mal, ça fait un gros trou, surtout quand le boulet est plus gros que la tête. Donc le boulet est plus gros que le boulard, forcément, et ben il n'y a plus de trou, il n'y a plus rien, ça fait raplapla, ça fait boum. Giorgia Meloni juge obsolète le MES, le mécanisme de sauvetage de la zone euro, et veut le transformer. Souvenir. Revenons 15 ans en arrière au moins, crise européenne de 2009 à 2012, FESF, Fonds européen de stabilité financière, ça revient dans les limbes de votre mémoire pour les plus anciens, le MES, le mécanisme européen de stabilité, et autres machins européens. Alors, je vous fais une nouvelle prédiction pour ces années 2024, 5 et 6. Nous allons avoir plein de nouveaux machins européens qui vont revenir et ils vont ressusciter, ressortir des limbes, des souterrains dans lesquels ils avaient été plongés par le « whatever it takes », le « quoi qu'il en coûte » de Mario Draghi. Et croyez-moi, ce sera assez, qui avait prononcé cette phrase un été en 2011 ou 12 pour mettre fin justement à la crise de la zone euro, et il avait mis fin à la crise de la zone euro, souvenez-vous, c'était la Grèce qui inquiétait, les taux de crédit de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal qui s'envolaient, et donc tous les 3 mois, Sarkozy à l'époque faisait un sommet européen de la dernière chance, qui sauvait le monde à chaque fois. C'était très drôle et ça avait duré des années. Alors l'Italie refuse la réforme du MES parce que Madame Meloni a dit
qu'est-ce qu'elle a dit, Mélanie? Elle a dit l'absence de ratification de la part de l'Italie peut être l'occasion de transformer cet instrument en le rendant plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui, le jugeant à l'état obsolète. Oui, le MES, un vieux machin, c'est obsolète, dit Giorgia Meloni. Parole, parole, parole. Quand elle dit ça, la Giorgia, elle dit pas grand-chose. Selon moi, c'est dans cette direction que le gouvernement doit travailler. La direction de quoi? On n'en sait rien. Parole, parole, parole. Blablabla. Bla, bla, bla. D'ailleurs, Madame Meloni souligne qu'il n'y a jamais eu une majorité au Parlement italien pour ratifier cette réforme du MES. Bon, très bien. Et donc, cette dépêche qui dit elle n'a cependant pas donné de détails sur le calendrier et la manière dont elle entendrait transformer cette réforme déjà adoptée par tous les autres partenaires européens. Et oui, non, mais parce que parole, parole, parole. Alors maintenant, je vais vous dire quelle est la vraie raison de ces paroles, paroles, paroles. La réforme du MES, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente les capacités financières du fonds de sauvetage de ce mécanisme européen de sauvetage. Le problème, c'est que l'augmentation de ces capacités financières s'accompagne aussi d'une augmentation des pouvoirs en matière de surveillance des États en difficulté. Et oui, si toi, il y en a à vouloir sous-sous, toi devoir m'obéir à moi, la grande commission, la grosse commission européenne, ou la Troïka, vous vous souvenez, la BCE, la commission, et je crois qu'il y avait même le FMI quand on parlait évidemment de la mauvaise Grèce qui était qui avait trop de cholestérol et qui avait trop de dettes qu'elle a toujours d'ailleurs cette mauvaise Grèce, les pauvres, d'accord? Et ça fait 15 ans qu'ils souffrent le martyre. Eh bien, nous allons avoir la même chose pour l'Italie, pour la France, pour tous ces pays fort dispendieux. Eh bien, ça ne sera pas la faute des gouvernements, hein. Il faudra faire la politique demandée par le MES qui vous fera avaler une potion amère. Alors, l'Italie voit arriver le problème, voit arriver le risque, et l'Italie dit non, 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 nos MES, nos pouvoirs plus grands en matière de surveillance du n'importe quoi italien, et on pourrait dire la même chose du n'importe quoi français. Donc évidemment, vous voyez bien que quand la dépense publique est hors de contrôle, se pose toujours à un moment donné ou à un autre un problème de solvabilité, surtout quand les taux d'intérêt sont en train de monter. Donc problème de solvabilité, vous l'avez compris, problème d'accumulation de dettes, problème d'incapacité de relance budgétaire. Ça, c'est pour le côté dépenses publiques, d'accord, côté dette. Maintenant, passons à un autre grand problème qui subsiste, c'est évidemment l'inflation qui reste très élevée. Regardez, une inflation enquistée qui reste élevée. Douche froide en zone euro, ça s'est passé pendant les vacances. L'inflation repart à la hausse en décembre, que ce soit en France ou en zone euro. Et oui, elle est remontée à 2,9% en décembre sur un an contre 2,4% en novembre. Je vous dis que l'inflation sera comprise structurellement entre 3 et 5% plutôt qu'entre 0 et 2%. D'ailleurs, regardez la baisse des taux en Europe en tout cas, et qu'on se méfie aux États-Unis, ça pourrait être la même chose. Contrairement à la Fed, la BCE ne veut pas entendre parler pour le moment d'une baisse des taux. L'institution financière européenne a annoncé ce jeudi maintenir ses taux au niveau actuel, soit 4%, blablabla. Mais si certains analystes prédisent une baisse des taux dès l'année prochaine, avant même la Fed américaine, la présidente de l'institution européenne a appelé à ne pas baisser la garde, ce qui est très drôle quand on s'appelle Christine Lagarde. Voilà, Lagarde meurt mais ne se rend pas, Lagarde ne baissera pas donc les taux d'intérêt. Tout le monde pensait que l'inflation ne serait pas un problème, qu'elle ne serait que transitoire. Souvenez-vous ce qu'on disait il y a 2-3 ans. Elle est finalement persistante et donc il se pourrait bien que la BCE, logiquement, maintienne des taux d'intérêt plus élevés plus longtemps que ce que les marchés peuvent prévoir et que ce que l'économie européenne peut en réalité supporter pour vaincre une inflation avant tout créée de toutes pièces par qui? Par les politiques eux-mêmes.
et par ceux qui nous dirigent. Rapidement, reprenons les causes de l'inflation, ne les oublions pas. Vous avez deux types d'inflation, l'inflation conjoncturelle, l'inflation structurelle. L'inflation conjoncturelle, c'est celle qui est passagère, qui est juste liée à une conjoncture particulière, notamment les décisions prises autour des confinements qui ont cassé complètement les chaînes d'approvisionnement mondiales, et donc elles ont créé un choc inflationniste post-Covid. Souvenez-vous de toutes ces pénuries que nous avions. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on a de tout en abondance à nouveau. Donc les prix se sont à peu près régulés en restant sur un plateau élevé. Évidemment, les prix n'ont pas baissé, ils ont arrêté d'augmenter, ils augmentent moins vite. La différence entre la déflation et la désinflation. La désinflation, c'est la diminution du niveau de hausse des prix, d'accord? Donc c'est le pourcentage de hausse de prix qui diminue. Les prix l'année dernière augmentaient de 10%, aujourd'hui ils augmentent plus que de 3%, mais ils augmentent encore, alors que la déflation, c'est la baisse généralisée du niveau des prix. On sait aujourd'hui d'ailleurs qu'on aurait pu faire autrement, donc le choc inflationniste post-Covid lié à la destruction et à la mise à l'arrêt par les confinements des chaînes d'approvisionnement mondiales, c'est une décision politique. On aurait pu ne pas confiner, comme ça a été le cas en Suède. Aujourd'hui, on sait qu'on aurait pu le faire. Je ne suis pas en train de juger, je vous dis simplement, c'est le fruit d'une décision politique. On peut dire qu'elle était... c'était la bonne à prendre ou qu'elle a été mauvaise à prendre, peu importe, elle a été prise, mais c'est une décision politique qui a entraîné ça. C'est pas une réalité économique du système économique, c'est la décision politique des confinements qui a entraîné ce choc inflationniste. Le choc de la guerre en Ukraine, où on arrête de s'approvisionner en Russie, c'est la même chose, c'est une décision politique. Je ne juge pas, je ne suis pas en train de vous dire c'est bien, c'est mal, je dis que c'est une décision politique où on décide politiquement de sanctionner la Russie. On aurait pu dire on laisse la Russie envahir l'Ukraine et on continue de manière très cynique à acheter du gaz pas cher aux Russes, et donc on n'aurait pas créé ce choc inflationniste lié au choc énergétique que nous avons pu avoir en février 2022 lorsque la Russie envahit l'Ukraine. Donc ce sont des décisions purement politiques qui ont entraîné cette inflation, de chocs inflationnistes qui sont purement conjoncturels. Une partie importante de l'inflation actuelle est donc liée à des décisions politiques sur lesquelles la politique monétaire restera sans effet. C'est pas parce que vous augmentez les taux d'intérêt que vous allez faire revenir du gaz de Russie si vous interdisez l'importation du gaz russe. Donc c'est sans effet si ce n'est de provoquer une récession par la réduction des liquidités, par la réduction des montants que l'on peut emprunter, et donc évidemment une réduction de la croissance économique. Et puis, nous avons donc cette inflation conjoncturelle, elle a été créée par deux chocs majeurs, eux-mêmes consécutifs à des décisions politiques. C'est d'ailleurs pour ça que les banques centrales, qui ne disent pas que n'importe quoi tout le temps, avaient dit l'inflation est transitoire. Elles avaient raison, l'inflation est transitoire. Sauf qu'un choc inflationniste lié au confinement, à la destruction des chaînes d'approvisionnement, plus un choc inflationniste lié à un choc énergétique lié lui-même à la guerre en Ukraine, à l'invasion russe en Ukraine et donc aux sanctions que nous prenons, c'est du conjoncturel qui dure. D'accord ? Évidemment, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour que l'économie s'adapte et que on réussisse à refaire nos chaînes d'approvisionnement, à refaire nos chaînes de fourniture énergétique avec du GNL qui vient maintenant des États-Unis. Bon bref, tout ça, ça s'est un peu réagencé. Et donc, en se réagençant, on arrive à gérer notre approvisionnement énergétique. Mais ça a demandé globalement 2 ans. C'est court, 2 ans. Donc effectivement, l'inflation a été purement transitoire, mais une inflation transitoire qui allait durer un petit peu 2-3 ans. Est-ce qu'il fallait augmenter les taux d'intérêt ? Je ne suis pas si sûr que ça, et vous allez voir. N'oublions pas que les causes de l'inflation, elles sont aussi donc structurelles, et là par contre nous avons des raisons structurelles pour lesquelles je vous dis que l'inflation moyenne sera plutôt de 3 à 5% dans les 10 ans qui viennent plutôt que de 0 à 2%. Nous sommes également confrontés à une inflation structurelle, c'est-à-dire donc durable,
avec, et vous connaissez ça, la raréfaction des énergies fossiles, nécessitant la transition vers d'autres sources d'énergie, impliquant un renchérissement durable de toute façon de notre énergie et donc une hausse des coûts de production. Et si vous regardez les coûts à la production, ils repartent, l'indice des prix à la production, il a tendance à repartir un petit peu à la hausse. Et là aussi, ce sont des décisions purement politiques. On peut décider un mix énergétique avec des éoliennes et des panneaux solaires, ça coûte extrêmement cher si on compare ça à du nucléaire par exemple. La transition écologique dans toutes ses dimensions, qui entraîne une augmentation de la demande en matériaux dont on a tous besoin des mêmes choses au même moment, des mêmes terres rares pour faire nos batteries de véhicules électriques, les mêmes matériaux isolants pour isoler nos maisons, les mêmes pompes à chaleur pour consommer moins d'électricité, etc., etc., les mêmes solaires, éoliens, bref, on a les mêmes demandes au même moment partout sur la planète, en tout cas partout dans les pays occidentaux, et donc bien évidemment ça exerce une pression sur les prix, donc ça fait de l'inflation. Et puis la démondialisation avec la géopolitique qui s'invite, la Chine, la Russie, etc. J'insiste pas, c'est une vidéo à part entière, avec une fiscalité adaptée au circuit court. Regardez par exemple les bonus, malus pour toutes les voitures qui viennent de Chine aujourd'hui, elles sont malusées même si elles sont électriques, et donc évidemment on favorise la production européenne, donc ça entraîne une hausse des prix structurels. Une partie importante de l'inflation actuelle est donc liée à des facteurs aussi structurels, partis pour durer dans le temps long, mais pas une inflation à 15%, mais plutôt une inflation, je vous dis, à 3 à 5%. Donc le structurel, c'est les 15% qu'on a eu avec le choc énergétique, avec les confinements Covid, etc. Donc ça, c'était l'inflation transitoire. Et puis ça, c'est effectivement des facteurs de temps long. Augmenter les taux, c'est réduire la demande solvable via des crédits, et donc finalement, ça va revenir à ralentir le rythme de la transition écologique, qui est en réalité, un petit mot que j'invente, une transition pénurique. C'est la pénurie d'énergie, et donc pour se préparer à la pénurie d'énergie, eh bien on doit réduire notre besoin structurel en énergie. Donc on fait une transition qu'on appelle écologique, mais qui en réalité n'est pas écologique. Je peux vous assurer que 95% des acteurs économiques et politiques s'en contrefichent de l'écologie, mais c'est un mot valise et c'est un concept politiquement correct pour ne pas vous parler de transition pénurique vers la production de moins et vers cette notion de décroissance. Alors 2024-2026, c'est pas 2 années, c'est 3 années sous contraintes très fortes. Et donc c'est l'impossible choix entre la hausse de la croissance, la transition écologique, énergétique et la lutte contre l'inflation. En fait, vous devez comprendre que tous les objectifs poursuivis sont des objectifs totalement en contradiction les uns avec les autres. On ne peut pas poursuivre ces 3 objectifs-là. On ne peut pas avoir une hausse de la croissance, on ne peut pas avoir une transition écologique et on ne peut pas avoir une lutte contre l'inflation. Et on ne peut pas avoir, si vous rajoutez la démondialisation et les relocalisations, c'est pas possible en fait. Vous ne pouvez pas poursuivre ces 4 objectifs en même temps. Et quand on poursuit 3, 4, 5 objectifs simultanément qui sont tous contradictoires les uns avec les autres, je vous fais une nouvelle prédiction, cela va échouer. Et oui, ça marche pas. Et Macron pourra nous dire, doctement, ce n'est pas que ça n'a pas marché, c'est que ça n'a pas tout à fait fonctionné. Hein, vous vous souvenez, il avait sorti un truc comme ça, vous vous amuserez à mettre dans les commentaires sa citation exacte, qu'on rigole un petit peu tous ensemble. Donc la transition écologique, elle nécessite certes des investissements dans certains secteurs pour réduire notre consommation d'énergie, donc on va dépenser plus dans certains secteurs, mais elle implique surtout de réduire considérablement notre consommation au global. Et donc on doit produire moins de bidules. Et le problème, c'est que quand on produit moins de bidules et qu'on arrête de consommer chaque année plus de bidules que l'année précédente, on se retrouve avec un problème de croissance économique parce que tout le monde oublie que le PIB, c'est le nombre de bidules fois le prix de chaque bidule. Donc le PIB, alors que le bidule soit un bidule physique ou un bidule service, le PIB, c'est nombre de bidules fois prix de chaque bidule vendu. Alors évidemment, on peut imaginer un monde décroissant, où on va vendre beaucoup moins de nombre de bidules, on va vendre moins de bidules, mais si on vend chaque fois moins de bidules à un prix plus supérieur au bidule d'avant, on peut maintenir le PIB. Donc en fait, la décroissance du nombre de bidules ne signifie pas forcément une décroissance du PIB. En clair, je prends souvent cet exemple-là, si j'achète un frigo 500 € et qui dure 5 ans,
et que j'achète un frigo 5 000 € mais qui dure 10 ans, et bien finalement, en année 1, je vais acheter un frigo, au lieu d'acheter un frigo à 500 €, je vais acheter un frigo à 5 000 €, même si après j'en achète moins. Donc finalement, en valeur, je n'ai pas de décroissance de mon PIB. Je peux même avoir de la croissance du PIB en ayant une décroissance du nombre de bidules, à condition d'augmenter la qualité, la durabilité et la recyclabilité ou l'améliorabilité de chacun des bidules que je vais produire, vendre et que nous allons au bout du compte acheter. La lutte contre l'inflation nécessite des taux élevés qui réduisent la capacité à financer les investissements nécessaires. Et donc, c'était ce que je vous disais précédemment, cela revient à réduire la vitesse de la transition et donc la croissance économique. Lutter contre les déficits publics ou contre la dette implique de réduire la croissance et les aides financières à la transition. Bah oui, si je dois réduire mes déficits publics, eh bien, je réduis les aides à l'immobilier, je réduis tout ce que je peux réduire en fait. Et donc à un moment donné, l'absence de relance budgétaire, ça va évidemment réduire l'inflation parce que ça va réduire la croissance économique et donc la demande. Conclusion, les 3 années qui s'ouvrent, 2024, 2025, 2026, verront se matérialiser la quadrature du cercle, à savoir l'impossible choix entre inflation, croissance et transition énergétique, l'impossible choix entre solvabilité des États et inflation, parce que pour rendre solvables les États, il va falloir imprimer des sous, et si on n'imprime pas des sous, eh bien on va créer des récessions absolument effroyables. On sait exactement ce que donnent les politiques d'austérité et de rigueur. On a expérimenté tout ça en Grèce, en Argentine, etc. On le connaît par cœur. Encore plus de rigueur et d'austérité dans un moment où il y a de la récession, et bien évidemment, ça entraîne une récession majeure. Et donc, au bout du compte, politiquement, de toute façon, dans un pays comme la France, ce sera impossible à gérer. Et donc seule la BCE pourra sauver la zone euro d'une nouvelle crise en baissant massivement les taux et en injectant les liquidités nécessaires. Mais le problème, c'est que si on fait ça, on sait également ce que ça va faire. De la même manière qu'on sait que l'austérité va entraîner une récession effroyable, on sait que l'augmentation des liquidités va augmenter une inflation qui deviendra considérable jusqu'à éventuellement une hyperinflation comme on l'avait eu en Argentine. Le marché immobilier, autre prédiction, restera en très grande difficulté évidemment tant que les taux d'intérêt ne reviendront pas en gros sous les 2% et que les contraintes fiscales et légales ne seront pas desserrées. Or on va vers toujours plus de taxation, on nous a ressorti cette histoire du loyer fictif que devrait payer les propriétaires qui ont terminé de rembourser leur crédit, devraient à ce moment-là payer un loyer fictif, ce sera un impôt, puisque vous comprenez, ils ont fini de rembourser leurs 1 000 € par mois de crédit pendant 20 ans. Donc une fois qu'ils ont fini de rembourser leur crédit de 1 000 € pendant 20 ans, eh ben, on va leur mettre 1 000 € de taxes par mois pendant l'éternité pour les taxer. Si la BCE ne baisse pas ses taux très rapidement, les marchés financiers connaîtront une consolidation plus ou moins forte sur l'année 2024, plutôt au premier semestre. Autre prédiction, puisqu'ils risquent d'anticiper les marchés financiers que finalement la baisse des taux ne sera pas aussi rapide que ce qu'ils ont prévu. Or, ils ont matérialisé dans la hausse des cours en fin d'année dernière, évidemment une baisse des taux d'intérêt des banques centrales et notamment de la BCE. Donc si cette baisse des taux tarde à venir ou qu'ils pensent qu'elle risquerait d'être retardée par les banques centrales et notamment la Banque centrale européenne, il est fort à parier qu'il y aura un mouvement de correction. Il est bien possible que ce mouvement de correction ait d'ailleurs déjà commencé au moment où je vous parle. On va surveiller les cours dans les prochains jours, mais il se pourrait qu'on ait une baisse assez significative en ce début d'année. Les marchés jouant la prudence et jouant la capacité à redémarrer, à refaire un mouvement de hausse plutôt sur le deuxième semestre, à terminer l'année 2024 en fanfare. Et oui, les marchés sont très prédictibles en réalité. La BCE, la Commission européenne et les États devront donc faire le choix entre inflation et stabilité de la zone euro, le choix entre plus d'Europe et moins d'Europe, avec le tout sur fond d'élections européennes
qui risque de voir arriver beaucoup de députés eurosceptiques ou en tout cas europrudents ou europa-béats ou europa-lénifiants au Parlement européen qui, rappelons-le, n'a de toute façon strictement aucun pouvoir puisque celle qui dirige, c'est la grosse commission. Et une grosse commission, en général, ça sent pas très bon, notamment pour la souveraineté. N'oubliez pas le dossier du mois décembre-janvier 2023 qui sera dans vos espaces lecteurs dans quelques jours, enfin cette semaine, c'est consacré au sujet de la lutte des classes et de la lutte des castes. Comment sauter de caste, c'est un sujet très important et j'espère qu'il vous ravira ce dossier. En tout cas, j'ai eu un immense plaisir à l'écrire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai parlé longuement, les amis, de ces prédictions économiques 2024. Partagez massivement, abonnez-vous, faites connaître la chaîne Le Grenier de l'Écho. Mettez-moi des gros doigts de schtroumpf bleu. Retrouvez-moi sur Twitter, @insolentiae. Le Grenier de l'Écho et sur mon site internet insolentiae.com/boutique où là aussi vous voulez vous abonner à la lettre stratégie et puis soutenir mon travail. Et sinon, tous les jours sur le site insolentiae.com, vous pouvez vous inscrire tout simplement à une lettre d'information quotidienne et gratuite qui vous permet d'être informé de l'essentiel de l'actualité économique en 5 articles, donc un édito quotidien du lundi au vendredi. Voilà mes amis, prenez grand soin de vous, encore une fois, excellente année 2024, et puis beaucoup de soins et de santé surtout, prenez grand soin de votre santé, je remets les mots dans leur sens, prenez grand soin de votre santé pour 2024, que je vous souhaite une année la meilleure possible. Allez, on se retrouve l'année prochaine, je suis fatigué, la semaine prochaine pour un nouveau JT du Grenier en ce début d'année 2024. Merci les amis, prenez grand soin de vous.